moi, le droit des femmes, c'est le droit de laisser la femme exister comme elle a envie d'exister. Le contrôle coercitif, c'est une notion dont on entend beaucoup parler ces derniers temps et qui est actuellement débattue au Parlement pour créer une nouvelle infraction pénale qui va s'ajouter à l'arsenal répressif contre les violences conjugales. Elle a aussi été médiatisée à l'occasion du procès du rappeur Nekfeu, dont un des volets a eu lieu le 29 janvier parce que son ex-femme l'accuse notamment de contrôle coercitif. Alors, pour comprendre la notion, c'est intéressant de savoir qu'initialement, ça a été théorisé dans les années 50 pour décrypter les comportements des détenus de guerre en Corée vis-à-vis de leurs geôliers. Et doucement, et surtout dans les années 2000, les sociologues se sont emparés de la notion de contrôle coercitif pour l'appliquer au rapport de force dans les violences conjugales. Donc quand on a dit ça, on a tout compris, puisque en fait le contrôle coercitif, c'est tout ce qui est mis en place par un auteur pour permettre à la victime de rester en état de captivité. Donc en gros, pour le résumer, c'est le fait de faire croire à la femme qu'elle n'a pas d'autre choix que de rester alors qu'elle est victime, et alors évidemment que la femme a toujours et devrait toujours avoir le choix de partir. Alors il y a plusieurs formes pour le contrôle coercitif, mais concrètement ça va être tout ce qui va permettre d'instaurer un climat de peur et empêcher la femme de partir. En général, quand on est avocate et qu'on reçoit des victimes de violences conjugales, elles subissent ces faits depuis un certain temps. Et si on leur demande pourquoi elles ne les ont pas dénoncés avant, elles vont expliquer, par exemple, il me disait que si je le quittais, il allait me faire la misère, qu'il allait m'envoyer les services sociaux, que j'allais perdre les enfants. Les enfants sont souvent un moyen de pression dans le cadre des violences conjugales, où ça pouvait être je vais prendre les enfants, tu ne les reverras jamais. C'était des interdictions de sortir, il m'empêchait de voir mes amis, de parler de notre couple. Il fouillait mon téléphone, vérifiait mes conversations. Ça peut être des exemples comme ça, mais ça peut être aussi d'autres formes sur le plan financier, par exemple le fait pour un homme ou une femme, et plus généralement un homme, de garder la maîtrise sur l'aspect financier du couple et d'expliquer à la femme que si elle le quitte, elle n'aura plus rien et qu'elle ne sera plus rien, toutes ces choses-là. Alors effectivement, dans ce que je viens d'énumérer, il y a un certain nombre de faits qui pouvaient déjà s'apparenter à du chantage ou à des menaces, voire à des violences psychologiques. Mais c'est pas toujours simple à caractériser et surtout, ce n'est pas spécifiquement appliqué pour les violences conjugales. Le fait de créer une nouvelle infraction, ça a précisément cet intérêt-là, et justement spécifiquement pour les violences conjugales, c'est que derrière chaque création d'infraction, il y a la protection d'une valeur sociale défendue, c'est-à-dire un attachement politique de défendre une valeur sociale auquel on accorde une importance primordiale. Donc là, c'est le choix politique de marquer dans le code pénal qu'il est primordial de protéger le droit des femmes, le choix de la femme et de la protéger de l'emprise. Alors, sortir du cercle des violences conjugales est un cheminement qui est difficile, qui est long, mais il est important de rappeler aux femmes qu'elles ont et qu'elles doivent toujours avoir le choix et que la loi pénale les protège. Donc s'il y a quelque chose que je conseillerais aux femmes, c'est l'importance de se constituer des preuves, faire des captures d'écran, récolter des témoignages, en parler autour de soi, ne pas hésiter à en parler, voir également peut-être à son médecin et agir vite en se rapprochant d'un avocat. Oui, bien sûr qu'il continue. Alors, pour moi, les droits des femmes, principalement, ce sont avant tout les droits fondamentaux, vitaux des femmes, qui sont ceux des êtres humains. Le droit de naître, de vivre en sécurité, le droit de préserver son intégrité physique et morale, le droit d'aller à l'école et de s'instruire, le droit de travailler. Et ce sont également les libertés fondamentales, qui sont aussi les libertés de tous les êtres humains, la liberté d'aller et venir, la liberté de s'exprimer, la liberté de penser et la liberté de se marier ou de ne pas se marier, d'avoir des enfants ou de ne pas avoir des enfants. Alors, malheureusement, sur la planète, dans la majorité des pays, pour la majorité des femmes, ces libertés et ces droits ne sont pas garantis. Dans notre pays, les droits fondamentaux, les droits essentiels des femmes sont garantis par notre droit et notamment par la Constitution. Ils sont assurés, ils sont protégés.
mais il reste encore beaucoup de chemin à accomplir, notamment en ce qui concerne le quotidien des femmes. Sur le terrain, bien sûr, des luttes contre les discriminations, contre les violences sexistes et sexuelles, un combat à mener également pour parvenir un jour, je l'espère, à l'égalité salariale et économique entre les femmes et les hommes. Un jour, peut-être aussi, pourrons-nous voir un réel accès égal des femmes aux filières d'études, quelles qu'elles soient, aux métiers, quels qu'ils soient, aux fonctions de direction, aux postes de pouvoir, aux fonctions politiques. Il y a aussi un combat à mener pour le vrai quotidien des femmes, sur le partage des tâches familiales, éducatives, ce partage étant malheureusement pas accompli à ce jour, et les femmes subissant une énorme pression sur ce terrain. Je dis, en ce qui me concerne, que sans cette égalité, qui est absolument nécessaire, il n'y a pas pour les femmes de choix possible, de choix libre. Pour moi, le rôle d'une avocate, c'est avant toute chose d'aider les femmes à connaître leurs droits dans tous les domaines. C'est également les aider à anticiper les conséquences des choix qu'elles vont faire, que ce soit dans leur carrière professionnelle, dans leur vie familiale ou toute autre activité. Je vais vous citer quelques exemples. Les choix professionnels que les femmes sont parfois amenées à accomplir sur le plan professionnel, c'est par exemple de décider de prendre un congé parental, ou de travailler à temps partiel, ou d'interrompre leur carrière. L'avocate est là, non pas pour les empêcher de choisir leur vie, mais pour les informer des conséquences que leur choix aura alors en termes de salaire, en termes de déroulement de carrière, en termes de retraite. C'est la même chose en matière familiale. Les femmes doivent savoir quelles seront les conséquences de leur décision, de leur choix, si elles décident de se marier ou pas, si elles décident de divorcer ou pas, si elles décident d'avoir des enfants ou pas, et quelles seront les conséquences de toutes leurs décisions sur le plan personnel, sur le plan économique, sur le plan patrimonial. Être avocate pour moi, c'est également, et enfin, être aux côtés des femmes et leur apporter l'encouragement, le soutien dont elles manquent très souvent. Et pour moi, cette relation avec les femmes, c'est un magnifique exemple de sororité. Alors pour moi, la journée du 8 mars, c'est à la fois un hommage et un rappel. Tout d'abord, un hommage à toutes les femmes qui se sont battues, qui parfois sont mortes d'ailleurs, pour défendre les droits des femmes, mais également pour celles qui continuent de se battre partout sur la planète pour les droits des femmes. C'est un hommage. C'est également un rappel grave et nécessaire chaque année, et malheureusement je crois encore pour longtemps, un rappel de tous ces combats qu'il faut continuer de mener pour qu'un jour les femmes accèdent à l'égalité, à la liberté et puissent enfin choisir leur vie. Oui, le combat continue plus que jamais. C'est avant tout le droit de faire ses choix quels qu'ils soient, sans que ces choix à aucun moment ne soient jugés, même si tel ou tel considère que ce n'est pas ce que doit faire ou ce que doit être une femme. Le droit des femmes aujourd'hui, c'est le droit de pouvoir faire tous les choix qui les concernent sans jamais être jugées par qui que ce soit. Alors, on pourrait le croire quand on regarde notamment les palmarès des différents concours faits en la matière, ou tout simplement ceux qui s'expriment sur le sujet, qui donnent des cours, des conférences, qui sont bien souvent des hommes, et pourtant il n'y a pas besoin d'énormément d'expérience, d'énormément d'habitude pour se rendre compte qu'il y a évidemment énormément de talent chez beaucoup de femmes, et qu'il n'y a aucune raison que ça reste un truc d'homme si ça a pu l'être par le passé. La facilité, ce serait de simplement dire qu'il faut que les femmes et les jeunes femmes osent prendre la parole et osent participer aux événements autour de l'éloquence. Parce que c'est vrai qu'on constate, même dès le plus jeune âge, quand on intervient dans les collèges, dans les lycées, que bien souvent, ceux qui osent participer au concours, ceux qui osent participer ne serait-ce qu'aux exercices, eh bien, ce sont les jeunes garçons, les jeunes hommes. Et donc c'est vrai qu'il faut que les femmes, même jeunes, osent prendre la parole. Mais surtout, il faut que tout le monde, les hommes, les professionnels, ceux qui s'occupent de ce genre de domaine, les encouragent, laissent prendre la place,
parce qu'il y a vraiment des talents qui méritent d'être mis en valeur et qui ne doivent surtout pas être étouffés au prétexte qu'on a l'habitude de voir des hommes prendre la parole, de voir des hommes dire ce qu'ils pensent, de voir des hommes s'exprimer et prendre tout l'espace. Il n'y a pas de raison que ça continue, et pour ça, je pense que c'est la responsabilité de tout le monde, et pas seulement des femmes et des jeunes femmes, de laisser la parole et d'encourager à la parole des femmes. Ce qui est certain, c'est que quand on s'exprime, quand on essaye de convaincre, quand on plaide, on s'appuie beaucoup sur notre personnalité et sur notre expérience. Et parmi les facteurs qui fondent notre personnalité et notre expérience, il y a évidemment notre genre. Mais ça n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres. Et donc, notre style, notre façon de plaider, notre façon de s'exprimer est appuyé sur beaucoup d'autres éléments. Et donc, notre genre ne doit évidemment pas nous restreindre, et il ne faut surtout pas se dire que parce qu'on est un homme ou parce qu'on est une femme, il faut absolument renvoyer quelque chose de particulier. L'important dans l'éloquence, c'est de se sentir libre et donc de pouvoir s'exprimer comme on se sent à l'aise et comme on en a envie. Bien sûr que le combat continue, parce qu'un combat qui s'arrêterait, ce serait un combat perdu, donc évidemment qu'il faut le continuer. Je dirais pour moi que le premier des droits des femmes, c'est le droit au respect de son intégrité physique, morale, dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle. Alors une femme victime de violence a le choix de se taire, mais c'est certainement pas celui que je conseille. Une femme victime de violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit sexuelle, que ce soit du harcèlement moral, que ce soit du harcèlement sexuel au travail ou dans la vie privée, doit, à mon sens, déposer plainte. Et c'est le premier de ses droits, c'est de se rendre dans un commissariat. Et si elle a peur de s'y rendre seule, il faut qu'elle sache qu'elle a le droit d'y aller accompagnée par un avocat ou par une personne de son choix. La loi le prévoit. Elles ne sont pas obligées d'être seules, confrontées à parfois des policiers qui ne sont peut-être pas toujours formés à recueillir la parole des victimes, et ça peut les rassurer. Mais en tout cas, le choix essentiel est celui de parler, de dénoncer les faits dont elles sont victimes et de ne pas garder le silence. Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, une femme victime doit déposer plainte. Il faut effectivement prendre conscience que la plainte, c'est le commencement de la procédure. Et qu'une plainte, même si elle est classée sans suite, il faut que les femmes sachent aussi qu'il y a un recours contre les classements sans suite. Qu'on peut faire un recours auprès du parquet général, qu'on peut déposer une plainte avec constitution de partie civile, et qu'il ne faut jamais baisser les bras. Plus que jamais, le combat continue. Quand on voit le nombre de femmes qui tombent sous les coups de compagnons violents, le combat, il est essentiel. C'est un combat de chaque instant, c'est un combat d'accompagnement, c'est un combat d'écoute, et c'est un combat qui consiste aussi à trouver des solutions de protection des femmes. Je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont susceptibles de protéger les femmes victimes de violences. Il faut qu'elles le sachent, que ce soit le bracelet anti-rapprochement, le téléphone grand danger, une série d'éléments. C'est peut-être pas complètement la panacée, néanmoins, il faut essentiellement continuer le combat et surtout ne pas se taire.